Madame, monsieur, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier Business Lunch de la saison avec mes invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Nous allons parler intelligence artificielle. On en parle beaucoup, tous les jours quasiment, de cette intelligence artificielle. Comment peut-elle être peut-être utile à votre business? Comment aborder cette question-là? On va en parler avec mes deux experts, Diedrich Legrain, expert consultant, formateur en intelligence artificielle, et puis Jean-Philippe Parmentier, vous êtes directeur de l'Infopole Cluster TIC. Rapidement, c'est quoi l'Infopole Cluster TIC? Donc on a une structure qui regroupe tous les acteurs numériques au niveau de la Wallonie, et le but c'est de pouvoir faire des projets d'innovation, de business entre ces acteurs, ces entreprises, et aussi de connecter toutes ces entreprises à toutes les entreprises qui potentiellement ont besoin de digital et notamment d'IA, et donc de pouvoir les aider à faire face à leurs challenges. Deux accompagnants donc à différents niveaux. Alors l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup pour le moment. En réalité, et ça c'est un premier constat qu'on peut faire, elle est déjà présente dans les entreprises, elle est déjà utilisée à différents niveaux certainement, mais c'est une réalité. L'IA, elle est déjà dans les entreprises wallonnes et namuroises. Je dirais bien avant qu'on ait commencé à en parler avec l'arrivée de ChatGPT il y a 2 ans. La traduction, c'est déjà de l'IA depuis des années. Google Translate, ça existe depuis 2005, c'était déjà de l'IA. Et je dis, il y a déjà des IA qui prennent des décisions tous les jours importantes pour l'humain, sans même en référer à l'humain. Je prends un exemple très simple, les filtres anti-spam. Ça fait très longtemps que c'est de l'IA qui gère les spams et qui n'avertissent pas chaque fois qu'un humain reçoit un mail qui est signalé comme spam, il n'avertit pas l'humain, qu'il l'a mis de côté parce que sinon ça ne servirait à rien. Et donc ça existe déjà, mais bon, maintenant l'étape suivante c'est d'expliquer aux entreprises que l'IA peut automatiser leur process, faire gagner beaucoup de temps. On va en parler effectivement des avantages, on va en parler, Diedrich, évidemment. Je pars tout de suite, Greg. Oui, non, on a une heure, et à mon avis, c'est pas la dernière qu'on va faire sur l'intelligence artificielle. On va sans doute devoir aussi segmenter dans le futur. On regardera ça pour la saison prochaine. Jean-Philippe, il y a aussi une utilisation de l'IA. On parle d'IA générative avec ChatGPT, un peu cachée aussi dans les entreprises. Il y a pas mal d'employés qui l'utilisent en réalité déjà comme assistant personnel, sans pour autant que ça soit formalisé au niveau d'entreprise. Ça aussi, c'est une réalité. Oui, donc c'est effectivement une réalité, c'est ce qu'on appelle le terme shadow IA. Donc c'est des collaborateurs qui décident, pour tout un tas de bonnes raisons, d'utiliser des outils comme ChatGPT, mais à titre personnel. Utilisation qui n'est pas forcément cadrée par l'entreprise, qui n'est pas forcément fait avec le compte de l'entreprise. Je prends un exemple, la suite, par exemple, Office Microsoft ou la suite Google, vous avez la possibilité soit d'avoir une licence personnelle, comme celle que vous utilisez chez vous, ou professionnelle au niveau de l'entreprise. Et là, au niveau de l'entreprise, c'est l'entreprise qui a les droits administrateurs, qui va définir un tas de paramètres de sécurité, de protection, etc. Et le danger avec le Shadow AI, c'est que l'entreprise n'a pas la main. C'est-à-dire, ça va être un compte personnel, on ne sait pas comment il est configuré, est-ce qu'on était coché les petits boutons pour limiter l'envoi de données vers l'extérieur, etc. Il y a des enjeux éthiques, on en parlera aussi, effectivement, mais il faut prendre conscience que cette intelligence artificielle, outre celle un peu cachée, entre guillemets, en tout cas automatisée dans un certain nombre d'outils, il y a aussi d'utilisation réelle d'assistants ou d'intelligence artificielle générative. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une pratique un peu par le bas, où c'est des employés qui vont l'utiliser de manière bienveillante parce qu'ils ont envie de faire mieux leur travail. Et puis on pourrait avoir aussi une approche qu'on va dire par le haut, où c'est la direction, les managers, les directeurs qui vont mettre en place ce type d'outils dans les entreprises. Et sans doute qu'il faut un peu les deux, puisque ça commence par la base, c'est bien l'adoption, et après peut-être qu'il faut pouvoir organiser tout ça. Alors, l'intelligence artificielle des réseaux sociaux, de TikTok par exemple, qui déborde de vidéos en veux-tu en voilà, générées manifestement par l'intelligence artificielle, surtout quand des animaux parlent, généralement ça doit tilter chez vous, c'est assez rare d'avoir un animal qui parle. Non, oui, c'est ça, tu serais étonné. Ah oui, non, je suis étonné tous les jours. Non, mais je veux dire, tu serais étonné que le nombre de personnes qui tombent dans le panneau. Oui, enfin, pas quand des animaux parlent, on est d'accord, mais à part ça, il y a des trucs grossiers, ça se voit que c'est de l'IA et les gens tombent vraiment dans le panneau. Justement, je vous propose de vous livrer une partie d'expérience. Je me suis enregistré un selfie dans mon jardin il y a 1 an et j'ai passé la vidéo dans une plateforme qui permet de reprendre mon visage et de traduire cette vidéo, en l'occurrence en italien. Je ne parle pas italien, si c'était pour commander une pizza et un verre de Chianti quand je suis en vacances. Regardez ce que ça donne.
Bonjour tout le monde, on est en direct de mon jardin là en l'occurrence, il fait beau donc j'en profite et j'en profite surtout pour ce petit test de vidéo. Alors je ne parle pas un seul mot d'italien et pourtant je vais essayer de traduire cette vidéo en italien. Ciao a tutti, siamo in diretta dal mio giardino, ne approfitto per questo test video. Allora, io non parlo una parola di italiano, eppure proverò a tradurre questo video in italiano. Amélioré en un an. Tu devrais refaire un tour. Oui, alors j'allais le dire, j'ai généré cette vidéo en avril 2024. Elle avait mis entre 4 et 5 heures, je pense, à générer à l'époque. Donc j'avais envoyé le fichier MP4 et entre 4 et 5 heures. J'ai recommencé cette expérience et c'est quasiment instantané maintenant. Donc effectivement, alors on peut décoder ce genre de choses. Je vous propose de regarder à nouveau cette vidéo traduite, en tout cas la partie traduite en italien. Regardez mon nez, regardez les côtés également de mon visage et soyez attentifs aussi au niveau des yeux. Ciao a tutti, siamo in diretta dal mio giardino. Ne approfitto per questo test video. Allora, io non parlo una parola di italiano, eppure proverò a tradurre questo video in italiano. C'est évidemment c'est léger, mais alors je connais mon visage aussi, forcément il y a le côté découverte, mais c'est encore imparfait, évidemment. Autre exemple beaucoup plus récent, ça date d'il y a quelques jours, avec une autre intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos à partir de rien du tout. Ici je lui ai donné une source, là les vidéos que vous allez voir sont générées à partir de strictement rien. Donc c'est des ralentis, vous le voyez ici, le prompt, j'ai demandé des tricky shots de footballeurs amateurs avec des visages pleins de boue et des jerseys pleins de boue. Ici, c'était un teaser pour un tournage TV avec des touristes. Ici, je lui ai demandé un petit peu de montrer en image ce plateau-ci, comment il le voyait, donc je lui ai défini en image. Ça, c'est une dizaine de secondes de génération et ces images, les gens que vous voyez dessus n'existent pas. Ce sont des gens qui sont totalement créés. Et alors, j'étais un petit peu plus loin au niveau des prompts. Comme ça, voilà, on finit les exemples. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un prompt pour l'autre intelligence artificielle. Donc, je lui ai demandé voilà, de faire une vidéo surprenante qui illustre bien toute la puissance générative de l'intelligence. Des exemples pour les personnes qui sont peut-être un peu moins acculturées à cette intelligence artificielle et la puissance aussi et c'est quasiment artificiel et la puissance aussi et c'est quasiment au jour le jour que cette puissance est décuplée. 4 usages au niveau de l'intelligence artificielle, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord: générative, analytique, conversationnelle, embarquée. C'est les 4 grandes familles qu'on pourrait déterminer. Non, la conversationnelle, c'est aussi de la générative. C'est aussi de la générative. Oui, alors oui, quand je dis grande famille, 4 grands usages, mais effectivement, effectivement avec des interactions entre ceux-là. Alors première question importante, Jean-Philippe, mais Diedrich, tu auras aussi l'occasion d'y répondre. J'y compte bien. Mais bien sûr. Comment pourrait-on, pas dire convaincre, mais en tout cas engager les entrepreneurs, engager les indépendants à prendre le chemin de l'intelligence artificielle? Alors pour ça, je vais faire une comparaison. Tout le monde connaît le vélo, tout le monde en a fait. Parfois, c'est très sympathique de faire du vélo, mais parfois, c'est un peu moins facile, surtout quand il y a des grosses montées ou quand on veut faire des grandes distances. Aujourd'hui, il y a le vélo électrique. Pour ceux qui ont déjà essayé, ça décuple vraiment l'usage du vélo. Ça veut dire que n'importe qui pourrait potentiellement grimper, ou quasi n'importe qui, le Mont Ventoux, avec toujours un peu d'effort, ou beaucoup moins, ça dépend quelle assistance on va avoir. Et donc, on va être quelque part augmenté, soit sur la difficulté, soit sur la durée, etc. Et quelque part, l'intelligence pour vous, pour votre travail. Selon vos talents, avec, je ne sais pas moi si c'est un email, je sais pas, d'invitation, avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir soit peut-être l'écrire plus vite, mieux, dans plusieurs versions, un style, je sais pas moi, très professionnel ou plutôt très amical. Vous pouvez lui demander de l'écrire en 4 versions différentes, et puis après vous allez choisir, ou même vous allez composer. Et donc pour ces raisons-là, que ça permet de décupler quelque part un peu le talent des personnes, c'est une bonne raison de s'y intéresser, de s'y essayer. Après, chacun
a déjà peut-être testé un vélo électrique, a dit non, c'est pas pour moi, moi j'aime bien le vélo à l'ancienne. Et d'autres vont peut-être utiliser les deux pour la sortie en famille avec les enfants. Peut-être qu'on va se dire, bon, j'ai pas besoin de l'électrique. Et par contre, si on veut, je peux aller grimper à la Citadelle ou que sais-je ici à Namur, de faire le choix de l'électrique. Et donc voilà, à chacun de faire son choix, mais ça vaut la peine déjà de s'y intéresser et de se dire, ça peut vraiment permettre de faire beaucoup plus, différemment, mieux, plus vite. Ça dépendra un peu des cas d'usage que l'on cherche. Diedrich, c'est aussi le retour que tu as. Tu fais des animations, notamment des animations de découverte, quelque part, de l'intelligence artificielle en entreprise. C'est ce premier aspect-là qui intéresse l'entrepreneur, ce côté assistant, quelque part. Comment est-ce que je veux dire ça? Le fait que ça s'appelle l'IA générative, généralement, moi je vois bien, il y a une méprise dans le grand public et en tout cas dans les entreprises. Les personnes pensent généralement que l'IA générative, ça veut dire que ça génère du contenu en général, mail, etc., etc. Or, l'IA générative, comme ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, etc., c'est déjà aussi un outil d'analyse quelque part. Si vous mettez dans ChatGPT des documents un petit peu compliqués à lire, un rapport de gestion, un contrat d'assurance, des tableurs Excel avec ou bien toute votre comptabilité depuis 2 ans. ChatGPT, qui est de l'IA générative, ne se contente pas de générer quelque chose, mais va l'analyser, et généralement de manière extrêmement fine. Et là est vraiment, à mon avis, l'aide absolue que peut apporter l'intelligence artificielle pour l'outil de PME, d'indépendants, d'artisans qu'on connaît en Wallonie. C'est vraiment d'apporter cette aide-là que des TPE, des artisans, des indépendants n'ont pas la capacité financière ou le temps. Oui, donc agir d'analyse financière. Absolument, absolument. Et c'est vraiment difficile à faire percevoir ça et à faire accepter que l'IA générative dans les entreprises, dans les TPE, va vraiment apporter quelque chose. Moi, je vois bien, il y a beaucoup de personnes qui... J'aimais bien, Jean-Philippe, lorsque tu dis c'est bien que ce soit un petit peu les deux, un petit peu top-down, un petit peu bottom-up. Moi, je pense que il faut impérativement que ce soit vraiment le top management, c'est-à-dire le directeur général, qui s'implique dedans. Moi, j'ai déjà vu quand il y a des PME, parfois des grosses PME, je ne parle pas de 4 personnes, où des cadres disent « Monsieur Legrain, venez un petit peu expliquer à notre boss, venez 1 heure, lui montrer un petit peu l'IA et tout le bazar. » Et qu'après, je convainc plus ou moins le boss. Ça ne se passe jamais super bien. Ça ne va pas très vite, en tout cas, dans l'acculturation et dans le fait de déployer l'intelligence. Il faut vraiment, et maintenant, à chaque fois, je le demande, je dis, moi, je viens plus... Il faut un projet. Oui, c'est ça. Je viens plus en entreprise, vous allez perdre votre temps et moi, je suis payé pour, mais je veux dire... c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas de suite après. Oui, voilà. Et donc, moi, je dis, je veux tout de suite rencontrer le directeur général, avec vous. Généralement, c'est l'IT qui vient vers moi, donc c'est les informaticiens, etc. Si on doit résumer... Qui, eux, travaillent sans doute déjà. Oui, voilà, absolument. De code ou ce genre de choses. Absolument. Mais ce n'est pas un process IT, c'est un process fondamentalement de ressources humaines. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte aussi, Jean-Philippe Diedrich, de trop confier à l'IA, de le faire de manière aveugle? Juste un exemple. Ouais. Je reçois, il y a 3 semaines, un mois, un article d'une dizaine de pages et je dis, je veux faire le test, je vais donner le PDF à l'IA et qu'elle me résume l'article. Elle était complètement en dehors des clous. Elle n'a pas compris du tout l'article et je lui ai demandé... Alors d'abord, je lui ai demandé, merci de ne rien inventer, parce qu'elle a inventé plein de trucs, donc merci de ne rien inventer, et 2, relis attentivement. Et en fait, elle me disait même tout le contraire de ce qui était dans l'article. C'est dingue, ça. Donc voilà, il y a encore une marge d'erreur. Est-ce que c'est pas, quand tu parles de dire balancer 2 ans de comptabilité pour quelque part avoir des outils à la décision, parce qu'un rapport de financière, c'est un outil à la décision. Je peux comprendre le patron qui se dise je dois changer de cap ou je dois prendre j'ai la barre en main et je confie ça à une intelligence artificielle, un ordinateur sans certitude. Ouais. Mais il y a plusieurs choses, et c'est vrai pour n'importe quel outil. J'en parlais juste avant que pour venir jusqu'ici, si on lui fait confiance, l'esprit critique, en danger, vous pouvez très bien avoir qu'il y ait une somme
où on n'a pas sélectionné. Voilà. Non, mais jusqu'à la dernière ligne. Que la formule ne change pas, etc. Donc il y a la connaissance des limites de l'outil. Il y a parfois l'utilisation. Peut-être que le PDF, il aurait fallu le transformer. Peut-être ou le PDF était fait d'une manière spéciale, parce que PDF n'est pas égal à PDF, malheureusement. Oui, enfin, voilà, il y a peut-être des éléments. Voilà, et donc, oui, effectivement, il y a un danger de mal utiliser ou de tirer des conclusions hâtives. Mais souvent, une recommandation qu'on donne, c'est ne faites pas une confiance aveugle. Ça reste un outil. C'est pas un outil qui est intelligent, contrairement à ce qu'on dit. C'est un outil statistique, on reviendra sans doute sur l'explication après. Et donc, ça vaut la peine de quand même s'assurer un peu de ce qu'il fait. Et alors, souvent aussi, on dit, ne faites pas avec de l'IA des sujets sur lesquels vous n'avez aucune maîtrise. Je sais pas moi, vous allez demander à ChatGPT quel sirop, quel médicament vous devez prendre parce que vous avez, je sais pas moi, mal aux dents ou que sais-je. Il va vous sortir une réponse. Vous ne serez pas en capacité de challenger ce que l'IA a dit. Et donc, sur ces domaines-là, soit il faut pouvoir alors s'assurer et là travailler avec un expert ou avec des gens qui s'y connaissent et puis après l'utiliser ou alors il faut développer aussi un peu de connaissances, quoi. Donc c'est un peu dans la nuance, hein, c'est pas confiance aveugle ou pas de confiance du tout. Je pense qu'avec n'importe quel outil c'est toujours un peu comme ça. Évidemment c'est très présent sur l'IA parce qu'on peut aller sur n'importe quel domaine, c'est vraiment un couteau suisse. Mais prenez l'exemple, je sais pas moi, si vous avez une boîte à outils chez vous, peut-être que vous savez très bien utiliser le marteau, mais un peu moins la tronçonneuse, quoi. Et là, vous n'allez pas le faire parce que vous avez la perception du danger. Avec l'IA, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de danger, mais il y a quelques risques quand même auxquels il faut faire attention. On va en parler de ces risques. Peut-être une petite incise, je pense à ça. Google, l'outil de recherche Google a installé un outil d'IA depuis une dizaine de jours. Ouais, c'est récent. 10-15 jours, c'est très récent. Alors, avis personnel, mais je vous demande de votre, est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même là d'oublier tout ce qui va suivre, parce que c'est clairement propulsé juste en dessous de la recherche. Hein, donc cet outil de réponse est généré en temps réel. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de ne plus aller voir plus loin, justement, de confier toutes ces recherches à l'IA de Google? Moi, j'aime bien. Comment tu as vu cette arrivée? Moi, j'aime bien ta question. J'aime bien ta question parce que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple que avec l'IA, les personnes commencent vraiment à se poser des questions qu'elles auraient peut-être dû déjà se poser il y a 10 ou 15 ans, parce que Google déjà a choisi ce que tu vas lire, ce que tu vas voir, etc. Quand il y a un algo derrière. Donc, oui, voilà. Donc, déjà, moi, on ne le connaissait pas. Oui, c'est ça. Très bien. Et alors, par contre, l'IA est très mauvaise en scrapping, en recherche Internet, etc. Donc, c'est vrai. Il y a des IA plus spécialisées, Perplexity, et puis maintenant, il y a des fonctionnalités de recherche approfondie, etc., qui sont un petit peu meilleures. Franchement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein. Ce n'est pas la force de l'IA. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi, je l'utilise beaucoup, je fais des recherches. Enfin, je constate qu'ils l'utilisent comme une sorte de Google amélioré. L'IA n'est pas Google. Même l'IA de Google n'est pas Google. Ce n'est pas un moteur de référencement. Ce n'est pas super bon. Par contre, quand on lui donne une documentation, c'est pour ça que j'étais étonné tout à l'heure quand tu dis j'ai mis l'article et il a inventé des trucs. Ça, c'est quelque chose qui fait quand même de manière plus ou moins fiable aujourd'hui, même si il y a de l'itération, comme on dit. Et je le dis à toutes les personnes qui nous regardent, pas seulement en entreprise, mais aussi maintenant, et les jeunes qui peut-être nous regardent, qui sont en examen, qui vont rendre des TFE, etc. Travailler avec l'IA, je veux dire, n'appuyez pas sur Enter, vérifiez. Jean-Philippe a raison, le dernier kilomètre, il doit être humain. Hein, il faut vérifier, il ne faut pas s'y fier aveuglément. Rapidement, Jean-Philippe, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Comment, basiquement, pour monsieur et madame tout le monde, comment ça fonctionne? Parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout intelligent. Alors, pour l'intelligence artificielle générative, c'est important d'avoir tous ces mots-là, donc ChatGPT et consorts. En fait, c'est des prévisions statistiques. C'est-à-dire, c'est par exemple, vous allez commencer une phrase, le ciel est, et statistiquement... Un peu comme sur Google, où on a à chaque fois c'était déjà, sans doute, ce genre de technique qui était utilisée. Donc, le ciel est, et donc, il y a de très fortes chances que si vous commencez la phrase et que vous lui demandez la compléter, il
va mettre bleu. Parce que, pour tout un tas de raisons, et même si vous demandez, je crois, dans un auditoire de 100 personnes, sans doute qu'on va dire bleu, alors qu'il peut être noir, gris, et passer par à peu près toutes les couleurs. Ça veut dire que ce qui génère, en fait, est statistiquement ce que... C'est le mot le plus probable qui vient après les premiers mots. Et ça, c'est comme ça qu'il va fonctionner sur l'ensemble d'un texte. Évidemment, ça va très très vite parce qu'il y a des grandes capacités de calcul, il y a énormément de données qui ont été utilisées pour entraîner, donc il est capable de générer. Mais donc c'est vraiment ça le modèle statistique. Et donc la réponse qu'il va donner, c'est une réponse qui est probable. Ça ne veut pas dire que c'est une réponse certaine. Donc c'est pas une réponse intelligente en tant que telle. Enfin, en termes intellectuels. C'est pas intelligent, c'est juste probabiliste. Donc statistique. Donc il y a, je sais pas moi, 80% de chances que le ciel soit bleu. Et ben on répond bleu. Comme ça, on a le moins de risque de se tromper. Un peu comme un étudiant qui répondrait à un examen en essayant de minimiser les risques. Par contre, dès que vous allez rajouter d'autres mots, la réponse va changer. Vous dites en Belgique, virgule, le ciel est et si vous répondez en Belgique, en novembre, le ciel est. Et donc là, ça a pu être forcément bleu parce qu'il y a un autre contexte et donc la probabilité que le ciel soit bleu est beaucoup plus faible. Donc voilà pour globalement comment ça fonctionne. Et alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les IA génératives, en fait, ont lu, on va dire, pour faire simple, tout le web. Elles connaissent tout sur tout le web. C'est ce qu'on appelle un corpus, hein, c'est ça, c'est leur base de données quelque part. Voilà, c'est un peu leur connaissance, on va dire. Ça. Et quand vous faites une recherche, ou quand vous faites un prompt plutôt, que je sais pas, vous allez demander, tiens, génère-moi par exemple un script pour une émission de télé, comme ici, elle va aller rechercher dans toute sa connaissance, par des chemins divers et variés, tous des éléments qui correspondent à ce champ sémantique, lexical sur script télé. Et à partir du moment où vous allez changer quelques mots, le chemin qu'elle va prendre va être différent. Si vous allez faire un peu comme dans l'exemple que j'ai donné avant, préciser, pour une télé locale, namuroise, etc. Oui, ça va contextualiser davantage. Elle va aller dans d'autres, elle va peut-être plus aller considérer une information qui est liée à une télé australienne, mais sur peut-être ce qu'elle a pu trouver sur le net, sur une télé locale namuroise. D'où l'importance de discuter aussi avec ces outils-là et de ne pas, comme tu le disais, je ne sais pas si c'est toi, de dire je fais enter, je prends ce qu'il me donne. Et effectivement, donc de discuter, de pouvoir affiner. Et donc au mieux, au plus le prompt est qualitatif, c'est-à-dire donne des indications sur le résultat qu'on attend, au plus la réponse sera toujours probable, mais surtout nous conviendra. C'est ça. Parce que peut-être que c'est très bon d'avoir un plan, un script d'émission télé australienne sur, je sais pas moi, les fleurs et les animaux dans les jardins, mais c'est pas ce qui est attendu ici si on veut sur l'IA. Et donc la réponse n'est pas forcément mauvaise, mais elle est hors contexte. Je repasse par le chat avec Philippe Hubeau sur Facebook qui nous dit ce que dit Diedrich concernant l'application de la direction générale. On en parlait tout à l'heure, dès le départ a été le cas dès le début de l'informatique. C'était souvent l'un ou l'autre employé passionné de ce nouvel outil qui introduisait l'informatique dans l'entreprise ou l'administration, mais avec une lutte invraisemblable contre l'inertie du reste du personnel, alors que si le patron avait montré l'exemple, l'évolution aurait été bien plus rapide et efficace. Et puis Sébastien Legrain, tiens, mon frangin, salut. Au vu des rapports envoyés par mes étudiants qui, je cite, entre guillemets, sentent l'IA à plein nez, il est important d'insister sur le rôle de l'humain par rapport aux résultats de ChatGPT. Soulignons l'esprit critique nécessaire à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Merci, n'oubliez pas, vous pouvez commenter évidemment sur Facebook, sur LinkedIn ou encore sur YouTube. Je reçois les commentaires ici. J'ai une anecdote à ce sujet-là, si je peux. Oui, vas-y. Je donne cours, d'ailleurs ici pas très loin, à la Haute École de la Province de Namur. Fin de l'année, il y a tous ceux que j'ai pas vus pendant l'année dans mes étudiants qui arrivent pour essayer de montrer avant les examens. Coucou, je suis là. Bon, je le vois. C'est pas comme s'ils étaient 300. C'est de bonne guerre. Ouais, je faisais pareil. Vraiment, j'ai pas de problème. Sauf que là, c'est le dernier cours, on a vraiment tout vu, on a revu les travaux, etc. Je dis, tiens, vous voulez que je vous montre un petit peu comment utiliser ChatGPT pour votre TFE? Ouais, monsieur Legrain. Bon. Je vais vous montrer comment j'ai fait le syllabus avec ChatGPT, comme ça vous voyez un petit peu comment travailler avec l'IA. Et ceux qui viennent en fin de cours pour montrer leur tête, il y en a un là qui sursaute et qui dit Quoi on peut utiliser ChatGPT pour comment vous avez fait votre syllabus avec ChatGPT? Ils se tournent autour de lui pour dire mais quel scandale, hein. Sauf que les autres étudiants qui eux étaient là depuis le début de l'année, ils savent que je fais tout avec l'IA parce que je leur demande de tout faire avec l'IA. Et c'est très vrai alors pour tout ce qui est la discussion, etc. En fait, ce que je vois vraiment. Par exemple, cet étudiant-là qui est venu et qui a dit « Oh, génial, super », je dis « Attends, les autres, ils ont mis 30 heures pour arriver à faire ça. Ça m'étonnerait que tu puisses le faire en 2 heures. » Et effectivement, j'ai vu, comme dit Sébastien, mon frère, un travail très très pauvre.
D'ailleurs, je demande aux étudiants ou même aux professionnels de me partager leur conversation avec l'IA et je peux voir le degré d'interaction, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de professionnels, dont le plus grand problème, et là on revient pour le domaine de l'entreprise, c'est de ne pas savoir expliquer ce qu'ils veulent. C'est stupéfiant. La qualité du prompt, ça c'est quelque chose. Mais ou même expliquer le résultat qui est attendu. Oui, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Oui, voilà, quand je dis, mais expliquez-moi à moi. Parce qu'il dit c'est nul. Je dis oui, je vois que c'est nul, mais le prompt, enfin la requête que vous lui avez adressée, elle n'est pas très compréhensible. Expliquez-le moi. Il m'explique et je dis, moi en tant qu'humain, je ne comprends pas ce que vous voulez. Et c'est tout le temps. Je veux dire, la difficulté qu'ont les gens d'avoir des résultats intéressants, qualitatifs, et même d'augmenter quelque part leurs compétences, leur finesse d'analyse, etc., elle est tout à fait corrélée avec la capacité qu'ont les gens de simplement expliquer ce qu'ils veulent. Et manifestement, c'est une compétence qui n'est pas très partagée parmi les humains. Pas toujours évident non plus. Je suis en train d'apprendre à conduire à mon fils et transmettre des automatismes, à quelqu'un qui forcément découvre l'univers. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. On va avancer, on parlait des risques tout à l'heure. Mais justement, Jean-Philippe, c'est quoi ce sont les risques principaux dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise sont lesquels? Disons qu'il y a plusieurs familles de risques. Il y a les risques d'hallucination. C'est un peu comme dans l'exemple que tu as cité tout à l'heure. Voilà, on demande quelque chose à l'IA, elle nous sort des réponses un peu hallucinantes, complètement inventées, parce que c'est d'ailleurs le job de l'intelligence artificielle, c'est pas de donner des choses qui sont vraies, mais des choses probabilistes, et justement des choses qui parfois, elle donnera une réponse, et donc elle va inventer. Même en insistant, c'est pas facile pour elle de ne pas inventer. Hein. Donc ça, c'est un très très gros risque. Alors il y a des moyens parfois techniques pour le limiter, mais ça reste quand même assez présent dans les modèles d'intelligence artificielle générative. Un autre risque, c'est les biais. Si je reprends l'exemple du ciel est bleu, peut-être que c'est plus ou moins vrai en Belgique. Il m'allait demander un lapon qui voit le soleil 1 heure par jour. Ce ne sera peut-être pas bleu là. Et donc là, c'est un biais en fait parce que sans doute que les modèles ont été entraînés sur des photos disponibles, je sais pas moi, sur Facebook par exemple, et on prend rarement des photos la nuit ou quand il y a des nuages gris. Enfin, quoique ça peut peut-être être très joli, mais donc il y a un biais ici lié à l'entraînement, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de photos avec du ciel bleu que des photos avec du ciel gris. Et donc ces probabilités. De nouveau, on revient sur la question de la probabilité. Enfin, pour faire simple, sans compter tous des biais liés à nos cultures, c'est-à-dire on a des modes de vie. On peut parler d'un tas de choses comme les blancs versus les personnes de couleur, etc. Et donc il y a déjà tous des biais parfois sociaux qui sont présents et qui vont se retrouver dans les IA, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Et donc ça, c'est aussi à faire attention si on ne va pas créer de la discrimination, si on ne va pas renforcer des clichés, etc., etc. Il y a tous les risques liés à la sécurité des données. Qu'est-ce qu'on donne à ChatGPT et consorts? Oui, parce que tu utilises le mot données, c'est exactement ça. Un rapport financier ou de la comptabilité de 2 ans, à partir du moment où elle est envoyée chez ChatGPT, c'est pris. Alors, disons qu'il y a certains modèles qui vont pouvoir utiliser vos données. De nouveau, je prends l'exemple de la suite Microsoft. Quand vous déposez votre compta dans votre drive Microsoft, les données restent chez vous et ne sont pas utilisées par Microsoft à d'autres fins. Pour ChatGPT ou d'autres solutions, il y a, en fonction des versions payantes, gratuites, des paramètres que vous allez activer, on est aussi dans ce cas de figure. Par contre, si vous utilisez une version gratuite non paramétrée, ça peut quand même mal démarrer, quoi. Donc là, à faire attention. Maintenant, la compta, ça dépend ce qu'on donne, mais les comptes annuels, ils sont publiés en Belgique. Donc si vous injectez ça pour, je sais pas moi, calculer vos ratios financiers, c'est peut-être une information qui est sensible, mais elle est déjà disponible. Donc voilà. Mais donc il y a quand même là quelque chose à faire attention sur des données confidentielles, je sais pas moi, des travaux de recherche ou des choses comme ça. À vous de voir quels outils vous utilisez. Les données personnelles. Et alors il y a les données personnelles où là c'est un grand jeu puisque de nouveau on n'est pas forcément censé les partager avec des tiers ou alors si on le fait, on doit informer les personnes de qu'est-ce qu'on va faire. Et donc là on est plus proche du domaine du RGPD où quelque part, c'était déjà équivalent. Peut-être certaines choses que l'on voit avec l'IA étaient déjà présentes avant, mais on n'était pas peu ou moins conscient. Sachant que ChatGPT n'est pas européen, donc RGPD. Oui, voilà, il y a toutes ces questions-là. Les intelligences artificielles, d'une manière générale, ne sont pas hébergées. Sont assez peu européennes. OpenAI s'est engagé à mettre des serveurs sur le territoire européen pour être RGPD, Act, etc. Peut-être, ça vaut quand même la peine de le citer, il y a quand même aussi des initiatives européennes, même s'il y a des capitaux américains
américains comme Mistral, par exemple, qui est une solution un peu de type ChatGPT, qui est là, pour le coup, française. Il y a aussi des solutions qui, même si parfois elles sont américaines, comme par exemple ce qui est produit par Meta, peuvent tourner en fait en local sur votre ordinateur ou sur vos serveurs, ce qui permet de limiter ces risques de diffusion. Donc il y a des solutions techniques parfois, soit des choix d'opérateurs, ou soit des solutions techniques pour faire tourner en local, par exemple, pour éviter de propager de l'information sur le net, sur les IA, etc. Ça, je dirais que c'est les plus grands risques. Et alors, il y a aussi de mal utiliser. On en a parlé, que ça va générer des réponses soit pas terribles, soit mauvaises, soit pas assez précises. Et puis, il y a peut-être aussi un risque dont on ne parle peut-être pas assez, c'est de ne pas utiliser. Et donc là, dépassé et d'être dépassé ou de ne pas être compétitif ou de ne pas pouvoir aller plus loin, comme un peu l'exemple du vélo électrique. Ne pas s'y intéresser, c'est aussi un risque. C'est plus un risque d'opportunité, là, un manque, mais c'est aussi présent. On voit tous les risques souvent négatifs, tous ceux que j'ai cités avant, mais le risque de ne pas utiliser un outil qui peut faire des choses intéressantes est pour moi un grand risque aussi pour les entreprises. On va avancer rapidement. Didrik, si tu dois donner quelques conseils de bon sens, des conseils aussi éthiques dans l'utilisation ou dans le début d'utilisation, dans le fait de penser à un projet d'intelligence artificielle en entreprise, ce serait quoi? Tu donnerais quel conseil au patron que tu as devant toi? Ça dépend vraiment des entreprises et de qui je rencontre. De nouveau, besoin de contexte, comme pour ChatGPT. Oui, voilà, c'est vrai, mais d'une manière générale. De ne pas avoir peur de perdre ses données. C'est important parce que c'est souvent le plus gros frein que j'entends, parce que les gens ont entendu des articles, etc. On donne tout à ChatGPT. Jean-Philippe vient de fortement nuancer ça. Et je veux vraiment insister là-dessus. Il y a moyen de travailler avec l'IA sans que vous mettiez en péril toutes vos données. D'autant plus que, franchement, ça ne les intéresse pas tellement. Faut dire ce qui est. Oui, c'est pas le business model, c'est pas d'aller choper des brevets en cours de validation ou des inventions pour aller les revendre. Il y a données aussi. C'est pas ça. Je veux dire, allez, même quand nos conversations servent à entraîner le modèle, comme on dit, ça veut juste dire que parfois il y a des êtres humains ou des IA ou des êtres humains qui regardent le niveau d'interaction. Ça veut pas dire que tout à coup les informations qu'on met, que les humains mettent dans ChatGPT, par exemple, sont extraites et mises dans une base de données en disant « ouais, on est en train de prendre tout l'or du monde ». Sinon, il suffirait que 1000 humains sans arrêt ou 1000 robots disent à ChatGPT « tu sais que Namur est la capitale de la Belgique, voire de l'Europe ». Du monde, ouais, et que tout à coup, il met ça dans sa base de données. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, c'est le premier conseil de bon sens que je dirais. Oui, faites attention aux usages fantômes dans votre entreprise, mais surtout, ne vous braquez pas en disant on ne fait rien. Moi, j'ai entendu ça l'autre jour et ça m'a choqué. C'est un responsable de département d'un gros truc. Il est directeur, il y a 300 personnes qui travaillent dans son département. Il a dit, après une présentation, il a dit bon, j'ai compris. L'IA va piquer des emplois. C'était pas une présentation que moi j'avais faite. L'IA va piquer des emplois, donc pour moi, 0 emploi va être menacé. On fait rien avec l'IA dans mon département. Et je me dis, mais là... Qu'est-ce que tu réponds? Parce que c'est un argument, effectivement, j'allais l'évoquer un peu plus loin, mais on peut en parler maintenant. Clairement, quand on parle de génération d'IA générative, de rapports, d'emails, c'est potentiellement des emplois peut-être moins qualifiés. Quoique, non, quand on voit le code aussi, et quand je suis assez surpris de voir des lignes de code HTML pour ajouter à une page, il suffit de demander ce qu'on veut faire avec, et on a la fonction. Donc, cette question de l'emploi, c'est aussi une question importante. De l'emploi, de la création artistique. Voilà. Mais parlons déjà de l'humain qui va disparaître. De l'emploi, oui. Moi, je dis, la première responsabilité de personnes qui ont des responsabilités managériales, c'est de faire en sorte que dans 2 ans, ils ne doivent pas virer tout son personnel parce qu'il ne les a pas accompagnés dans une maîtrise de l'intelligence artificielle ou qu'il n'a pas fait de son entreprise une entreprise augmentée grâce à l'intelligence artificielle et qu'il soit rayé de la carte par la concurrence ou par des automatisations. Donc là est vraiment le truc, le vrai enjeu. Pour l'instant, la plupart des managers que je rencontre, c'est plutôt des personnes qui ont des difficultés à recruter. Pas à virer des gens, à recruter des gens. Et donc là, il peut soulager des équipes de tâches répétitives grâce à l'intelligence artificielle
et rendre leur vraie plus-value humaine, à savoir la décision, l'appréciation fine des choses, etc., sans plus devoir s'embêter, s'emmerder à faire des tableurs Excel avec des mails, des ceci, des machins, etc. Tout ça peut être automatisé sous supervision humaine. Et là, vous donnez vraiment une chance à vos employés, à vos collaborateurs, de retravailler vraiment leurs compétences et de faire ce qui fait leur spécificité, leur plus-value de compétences humaines. Oui, parce qu'on parle d'automatisation, on pense forcément aussi à l'industrie automobile qui, entre les années 60 et les années 80, se sont fortement robotisés, avec forcément une division par 3, par 4, par 5 du taux d'emploi. Ici, on n'est pas sur... ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur... Enfin, on n'est pas du tout même sur la même automatisation. Il y a toujours cette règle humain-machine, humain qui doit rester. C'est éthiquement. Mais disons que ce que Diederik dit, c'est vrai, mais après, il y a sans doute certains métiers, certaines tâches, certaines fonctions qui vont être plus ou moins touchées rapidement. On prend l'exemple de la traduction. C'est clair que ça va sans doute toucher ce métier-là, cette fonction-là, de manière beaucoup plus importante que d'autres. Et sans doute qu'il y aura des mouvements. Enfin, il ne faut pas rester naïf dans les entreprises, avec peut-être certaines fonctions qui vont, ou tâches de fonctions qui vont disparaître, d'autres qui vont rester, d'autres qui vont être davantage sollicitées. Le métier de call center, par exemple, 5 ans, ça n'existe plus, le métier de call center. Mon voisin, hier, m'a fait écouter une conversation qu'il a eue avec un concessionnaire ici à Namur. Un concessionnaire, alors il appelle le numéro qu'il voit sur Google, fameux Google, et il tombe sur une IA. C'était incroyable. Donc, call center, effectivement, traduction, enfin, toute une série de métiers de ce genre-là. Alors, je connais ce genre, effectivement, de choses. Petite parenthèse, parce que mon concessionnaire aussi utilise et alors, je discutais avec un réceptionniste au dernier entretien qui me dit... Oui, effectivement, ça nous permet de ne pas être au téléphone et donc de pouvoir accueillir le client, faire des tâches administratives. Par contre, le texte qu'eux reçoivent de transcription du message et de la conversation prend parfois plus de temps que s'ils avaient été au téléphone. Donc voilà. Mais là, il y a sans doute il y a sûrement moyen d'améliorer parce que ça peut être très rapide. Enfin, je crois que toute innovation technologique, on parle de répondeur. Avant, il y avait une personne qui vous dit « Ah, vous voulez parler à la compta, je vous la passe ». Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est taper sur un, taper sur deux. Et donc, il y a, voilà, dès qu'il y a des innovations technologiques, il y a sans doute des fonctions, des métiers qui disparaissent. Et je pense qu'on n'y échappera pas avec l'IA. Par contre, il y en a d'autres qui vont se créer. Il y en a d'autres qui vont rester, mais on va faire le travail différemment. On parlait tout à l'heure de comptabilité. On voit, sans doute il y a quelques années, on faisait la compta à la main, puis on a peut-être utilisé Excel, et puis des logiciels comptables. Donc tout ce travail de simplement additionner des chiffres, encoder des factures. Aujourd'hui, par exemple, avec la facturation électronique, il y avait déjà des logiciels qui permettaient d'automatiser ça. Avec la facturation électronique, tout ce travail-là va diminuer, et on peut raisonnablement... à partir de... Moi, ça fait 2 ans... Oui, non, obligatoire à partir de facturation électronique, même en dehors de la facturation électronique, ça fait 2 ans que quand j'ai des trucs copiés, je prends une photo avec mon GSM et ça se met, 3 secondes plus tard, ça se met bien en disant tel fournisseur, tel ceci, tel ceci. Et donc voilà, donc sans doute que par exemple ce métier va évoluer vers davantage de conseils, davantage d'analyse, et voilà, après savoir dire si demain il y aura plus ou moins de comptables, on n'en sait rien, enfin, ou en tout cas, il y a sans doute des gens qui auront des théories là-dessus, je m'éviterai de le faire. Voilà, il y aura, c'est certain, des impacts sur les travailleurs, mais par contre, vous parliez tout à l'heure de l'exemple de l'automobile, on va davantage avoir par exemple des travailleurs qualifiés qui savent commander des robots, et peut-être que nous, demain, on devra davantage pouvoir commander un robot, c'est ChatGPT. Et donc c'est là que c'est important, dans tous les cas, la formation, le long life learning, donc le fait d'apprendre pendant toute sa vie professionnelle de nouvelles compétences, c'est important, et ça je pense que ça doit être crucial aujourd'hui dans les entreprises. Enfin, ça devait peut-être déjà l'être hier, mais encore plus, en tout cas sur la dimension IA générative, où on doit former le personnel, que ce soit par de l'auto-formation, laisser de la place, par des échanges, en faisant appel à des formateurs externes. Enfin, il y a différentes combinaisons pour apprendre. Alors, imaginons qu'on est convaincu, ne fût-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui, de se dire je vais quand même au moins déjà commencer à y réfléchir, c'est déjà pas mal. Et pourquoi pas aller mettre mon nez, pianoter, voir un peu ce que ça donne. Ça va être les vacances, c'est peut-être l'occasion de jouer avec l'IA. Et quand je dis jouer, je le dis à dessein, de jouer avec l'IA au bord de la piscine. Mais c'est pas con.
Mais voilà, simplement pour commencer à toucher un peu tester l'outil. Il y a évidemment systématiquement une question qui vient sur le tapis quand on commence à investir, puisque c'est un investissement. Combien ça coûte d'intégrer de l'intelligence artificielle dans son entreprise? Parce que ça a un coût. Oui. Qui est très variable d'une entreprise à l'autre. Par exemple, Jean-Philippe parlait de la possibilité de mettre un modèle open source comme Mistral ou Llama en local, etc. Il faut quand même des serveurs, il faut des puces qui envoient quand même la gomme. De l'installation, d'entretien. Il faut ceci, il faut cela. Ça coûte pas cher, mais on évite à quelques dizaines de milliers d'euros, moins de 100 000 euros, mais quelques dizaines de milliers d'euros. Sans encore avoir posé la question de savoir si ça allait rendre son entreprise plus compétitive pour autant. Généralement, quand même, le gain est assez rapide. Si tu as une idée de ce que tu veux faire... C'est un vrai projet, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui dit j'ai vu une conférence de Jean-Philippe ou Greg ici à votre émission, je veux Llama en local, c'est formidable. La première question, c'est... Pour en faire quoi? Oui, voilà. Je vois bien que cette histoire de coût, moi, je trouve que le coût est tout à fait marginal par rapport à ce qu'on peut avoir. Tu remarques le rapport coût-bénéfice, en tout cas, encore une fois, oui, parce l'entreprise a un vrai projet. Parce que même pour une entreprise moyenne de 20-30 personnes, on va dire, enfin, une petite moyenne entreprise, on va dire, tu peux très bien faire prendre un abonnement entreprise à ChatGPT pour tout le monde, connecter ton ChatGPT et OpenAI à tes sources de données internes, etc. C'est un coût ridicule. Je veux dire, c'est 30 euros, je crois, par mois, par personne. Donc, c'est ridicule. Et je vois bien que même ça, c'est un frein. Et moi, ça m'échappe. Enfin, tu constates que c'est un frein. Oui, ça m'échappe. Je leur dis, mais vous pensiez quoi? Que ça allait être gratuit, que ceci, que cela? Il y a une version gratuite, effectivement, donc peut-être la confusion. Mais Et même, je veux dire, je comprends pas. Même moi, en tant que petit indépendant, je veux dire, j'ai pas d'employé, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Même en dehors du fait que je donne des formations sur l'IA, j'ai investi aussi dans l'IA pour moi, quoi. Je veux dire, pour faire tourner ma petite entreprise, mais ceci, mais cela. Et quand je discute de ce que moi j'ai investi par mois en IA à des PME qui ont un plus gros chiffre d'affaires que moi, elles tombent à la renverse en disant nous on va jamais mettre ça, vous vous rendez pas compte de tout bazar. C'est vraiment un frein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Philippe. Moi je vois qu'il y a un frein même pour quelques milliers d'euros par an. Ils disent waouh. Oui, parce qu'on voit peut-être pas l'intérêt non plus. Mais en fait, je pense qu'une partie, sans doute, du problème vient de là, hormis le fait que souvent, en fait, c'est une couche qu'on vient rajouter dans un premier temps, et peut-être que demain, on aura les gains. Donc, c'est vrai que parfois, pour certaines entreprises, c'est compliqué. Donc là, il y a un changement de mentalité. Aujourd'hui, donc, tout le monde paye sa suite Office ou quasi. Et voilà, on ne fait même plus attention, alors que les tarifs ont sacrément explosé ces dernières années. Donc voilà, c'est peut-être là. Et c'est peut-être là aussi un message à dire, c'est OK, c'est bien de s'intéresser à l'IA, par exemple, en regardant cette émission, ou en faisant des formations. Mais c'est peut-être aussi de s'y intéresser en mettant ça, on a parlé de la direction, à l'ordre du jour, des conseils d'administration, des comités de direction, des réunions d'équipe, un peu partout dans l'entreprise. Et je reviendrai, c'est pas tellement l'IA au final qu'il faut mettre en avant, mais c'est comment on résout nos problèmes avec l'aide d'outils dont l'IA fait partie. Oui, c'est pas l'IA, c'est l'outil en fait. Ouais, voilà. Et alors peut-être aussi, il faut dégager du budget, que ce soit pour former les gens, que ce soit pour payer des licences, peut-être investir de manière plus importante sur des solutions plus spécifiques pour une entreprise. Et donc ça, c'est peut-être un message à faire passer. Et alors par rapport au coût, ça peut aller de quelques dizaines d'euros par mois par utilisateur. Donc c'est vrai que parfois ça peut faire un petit budget. Alors maintenant, si on veut aller sur une solution dédiée à une problématique d'entreprise, là tout de suite ça peut chiffrer en dizaines de milliers d'euros, parce qu'on va faire appel à un expert externe. On va faire ce qu'on appelle un POC, donc c'est un petit test dans un environnement contraint. Et souvent pour le passer ce qu'on appelle en production, on est sur peut-être 2-3 fois ce qu'on a investi dans le POC. Et donc là, on est peut-être sur vite un projet à 100 000 euros. Mais pour ce type de projet, quelque part, c'est comme quand on achète une nouvelle machine, une nouvelle camionnette, etc. On fait un espèce de plan pour essayer de dire combien on va gagner. Par exemple, si c'est un POC, je sais pas,
pour optimiser la livraison de vos biens avec des camionnettes, faire des plannings plus performants, ou ça peut être pour diminuer par exemple les défauts qualité dans une petite chaîne de production, un atelier de production. Là, on peut vite gagner énormément d'argent, pas uniquement sur le temps de travail. Ok, j'ai gagné 1 heure cette semaine grâce à l'IA. Non, là, c'est peut-être sur un lot de production à 50 000 €. Et donc, si vous en loupiez avant, je crois moi, 1 par mois, et que demain, vous n'en loupiez plus que 1 par 6 mois, là, c'est vite, c'est pas quelques euros que vous allez gagner ou dizaines d'euros que vous allez gagner par mois, par an, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et évidemment, plus vous avez des volumes grands, en général, plus les returns sont importants, mais même pour des PME, hein, quand on doit acheter, je sais pas moi, 1000 litres, je sais pas, on a un brassin de bière ou que sais-je, ça fait vite beaucoup d'argent. Et peut-être qu'avec des solutions, on va dire, dimensionnées à taille PME, on aurait pu peut-être éviter ça, et donc avec des investissements tout à fait adaptables. Effectivement. Je reviens, alors là on est sur des solutions qui sont beaucoup plus spécifiques effectivement, et là qui sont accrochées à des projets et à des besoins identifiés par l'entreprise. Je l'ai légèrement évoqué, mais en fait la vraie question à se poser dans les entreprises, c'est pas la question de l'IA. C'est aujourd'hui on a des problèmes, on doit recruter du personnel, on veut livrer plus vite nos clients, on veut, je sais pas moi, diminuer la consommation énergétique de CO2 ou que sais-je, on veut diminuer les défauts, etc. Augmenter le taux de réponse du service clientèle. Voilà, être plus rapide. Par exemple, je sais pas moi, répondre plus rapidement à une offre. C'est ça. Ça fait peut gagner de l'argent. Hein. Si vous en gagnez une en plus par semaine, c'est énormément d'argent. Et donc, c'est ça. Quels sont les objectifs des départements? Quels sont les challenges des entreprises? Et là, c'est spécifique en fonction de l'entreprise. Et puis après, se dire, OK, il y a, je sais pas moi, répondre plus vite, on pourrait engager 10 personnes en plus et on répond plus vite. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est se dire, tiens, est-ce que l'IA, et après, quel outil d'IA, etc., peut m'aider à faire ça? Et si on pense que c'est le cas, il faut explorer la voie, peut-être d'abord en faisant soi-même sur ChatGPT, puis peut-être en faisant appel à un expert qui va lui peut-être amener d'autres solutions que de l'IA générative. Et c'est ça pour moi le vrai enjeu des entreprises. C'est pas l'IA, c'est quels sont vos problèmes, quels sont vos challenges, et voyons avec soit par vous. Quel outil peut y répondre finalement. Voilà. Et si l'IA est une solution, ouais. Et si l'IA n'est pas une solution, surtout ne l'utilisez pas. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Le problème principal que je vois dans notre tissu économique à nous, même pas que d'ailleurs, même aussi dans les services publics, etc., c'est la donnée, la data. C'est bien de vouloir dire, tiens, j'ai vu une super émission et maintenant je peux faire ceci, je peux améliorer, je peux, etc. Et quand tu vas dans les entreprises, souvent leur data, elle est de très 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 mauvaise qualité. Mal structuré, dispersé. Oui, c'est ça, c'est dispersé. Alors, tu vois, je dis surtout le premier truc que je veux voir, c'est vos documents. Vos données, elles sont structurées vraiment comment? Et alors ils disent, regardez, on a des beaux tableurs Excel, c'est des énormes tableurs Excel, et je dis, c'est pas des tableurs Excel, c'est des tableurs Excel faits pour des humains, pour que quand on l'ouvre, on le visualise facilement, mais qui ne sont pas compréhensibles facilement par l'IA. Ça, c'est pour moi le plus gros frein. Parce que quand tu dois dire à une PME, il y a moyen de faire ça, mais d'abord, on va faire un petit audit de vos données, et puis on va faire travailler quelqu'un pendant une semaine dessus pour les remettre dans un format... Conformer quelque part. En format SQL qu'on comprenne, etc. Et que tu dis, on va commencer par ça, ça va vous coûter 18 000 €. Les gens, ils tombent de leur chaise. Mais... c'est parce qu'on n'a pas cette culture encore bien suffisamment chez nous, je trouve, de la data. Et la data, elle peut être volatile, hein, prendre l'oral. Tu as une petite équipe, voilà, je commence la semaine prochaine une petite mission, une entreprise, quand même 200 personnes, châssis, etc., etc. Et donc, ils ont sans arrêt des commerciaux sur les routes. S'il y a bien quelque chose que les managers, que le patron ne sait pas, c'est quelle est la qualité des interactions que les commerciaux sur les routes font, etc. Ils voient bien, hein, tel que Dimitri, en 2024, il a fait autant de chiffres. Et oui, ça, c'est les résultats. Oui, c'est ça, mais ils ne savent pas. Et ça, c'est de la data qu'on peut très bien modéliser très facilement en simplement l'enregistrant et en faisant tout à coup une banque de données invraisemblable des arguments qui portent, de ceci, de l'entraînement des commerciaux et tout le bazar. Et ça, c'est pas des développements qui coûtent une fortune. Donc ça peut aller très vite. Il peut y avoir des quick wins, comme on dit, des trucs, ça coûte pas une fortune et on a un intérêt direct. Mais d'une manière générale, si on veut vraiment profiter à plein de l'effet de l'intelligence artificielle, première chose, travailler sur ces données. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais si, les données, c'est clé, et on l'a vu dans certains exemples qu'on a évoqués tout à l'heure. On peut utiliser ChatGPT
même pour écrire un email, je sais pas moi, par exemple, on doit s'adresser à un client. À partir du moment où on connaît ce client, qu'on connaît son historique, qu'on connaît des informations, la réponse que ChatGPT va donner est beaucoup plus qualitative. Idem, si on lui pose une question, je sais pas moi, tiens, c'était je crois sur le document que tu as chargé, c'était sur quoi, rappelle-moi. C'est un article de presse, un long article voilà, mais le fait d'analyser cet article de presse de manière précise va donner des réponses beaucoup plus, en théorie précise, hein, au-delà des difficultés que tu as rencontrées, que si on lui demande, tiens, qu'est-ce que tu sais sur, je sais pas moi, tel sujet, il va nous donner une réponse qui est probable, qui est peut-être juste, qui est peut-être fausse, on n'en sait rien. Par contre, à partir du moment où on travaille sur des données, on charge un PDF, on cherche un Excel, bah là, la réponse va être beaucoup plus qualitative. Et donc, si les données ne sont pas facilement accessibles, ce qu'on va pouvoir en faire avec l'IA générative sera aussi beaucoup plus faible qualitativement, et donc moins de valeur ajoutée, moins d'ROI. C'est un peu la chaîne de valeur, quoi. Premier conseil, hein, c'est investissez, je le dis à tous les patrons qui nous regardent, dans un CRM. Structuré. Et ouvert. Aller sur Odoo, pourquoi pas, parce que c'est quand même. C'est belge, c'est bon. Il n'y a pas que Odoo, mais le nombre de personnes qui ont des CRM vieillissants, plein de rustines, plein de patchs pour le faire un petit peu, dont on ne sait rien faire, malheureusement, de la donnée, ou très difficilement. Et pour rebondir sur l'exemple ici des commerciaux, donc on a beaucoup parlé des gros outils d'IA, ChatGPT, Copilot, etc., qui sont des outils généralistes. Il n'y a pas que ChatGPT. Il y a plein d'outils. Gemini, Mistral, il y a plein de marques. Donc on a parlé de cela, mais en fait il existe aussi à côté de ça, et ça c'est relativement récent, tous des outils qui intègrent de l'intelligence artificielle générative pour nous aider. Et donc par exemple pour les commerciaux, pour les réunions, il y a un acteur belge, même si de nouveau il y a d'autres acteurs qui font ça, qui s'appelle Lexi, qui permet par exemple d'enregistrer les réunions, d'avoir des retranscriptions et même d'avoir du coaching pour par exemple les commerciaux, en disant par exemple là t'as pas été bon sur la phase d'ouverture, sur la phase de clôture, etc. Et ça, c'est l'IA qui va analyser la conversation et qui va donner des recommandations. Et donc là, de nouveau, c'est la licence, je pense qu'elle est aussi à l'ordre d'une $30 par mois, mais pour faire gagner du temps, pour que le commercial soit plus performant, fasse mieux son travail de commercial, c'est-à-dire vendre, s'il a un contrat, je sais moi, c'était des exemples de châssis, enfin, je sais pas, un budget moyen, mettons 10 000 €, s'il en fait ne fût-ce que un en plus par mois. Ça rentabilise quand même. Voilà. Et donc c'est là qu'on peut faire des gains plus que de gagner du temps à écrire un email pour que sais-je, quoi. Et des outils spécifiques à des métiers ou à des tâches, il en existe de plus en plus. On a vu l'exemple sur la génération de vidéos, mais sur des tâches que ce soit comptable, d'écriture. Voilà, évidemment c'est un secteur qui est en développement, et on a quelques acteurs belges qui font ça de manière plutôt pas mal. Il y a une plateforme qui existe ou un endroit qui existe qu'on pourrait peut-être donner comme tips de fin d'émission, qui regroupe justement un certain nombre d'outils embarquant de l'intelligence artificielle en fonction un peu des besoins, pour peut-être outiller des personnes qui voudraient encore une fois les jouer sur de l'IA. Il n'y a pas que ChatGPT, DeepSeek, Copilot, comme ça on a cité 3. Il y a plein d'autres outils. Il y a une page, il y a moyen d'aller voir un peu ces outils, cette offre actuelle. Il y a Perplexity, on peut passer d'un modèle à l'autre. Il y a, moi, mes étudiants gratuits, je leur dis souvent d'aller voir Poe, écrit comme Edgar Poe, POE.com. Il y a Hugging Chat, qui marche très très bien là aussi, il y a toujours les tout derniers modèles, et on peut choisir le modèle, on peut même voir les réponses, les différences de réponses d'un modèle à l'autre. Voilà, ça c'est des trucs très simples, gratuits, faciles à utiliser. Il y en a d'autres, cela dit. Je n'en vois pas. Donc, comme ça, de mémoire, non. Et au niveau plus officiel, entre guillemets, genre Digital Wallonia, il n'y a pas un répertoire d'IA, entre guillemets, éthique. Mais donc, des IA, non, mais par contre, il y a des acteurs, donc des entreprises, des prestataires qui peuvent aider les entreprises et les gens qui nous regardent à passer à l'action. Et donc là, sur digitalwallonia.be/IA, on retrouve en fait l'ensemble des initiatives qui sont portées par la Wallonie, que ce soit des conférences, des événements. On va retrouver aussi les
acteurs. Il y a une base de données avec tous les acteurs qui sont tagués, que ce soit pour faire de la formation, que ce soit sur de l'IA générative ou de l'IA plus avancée. Et si jamais vraiment il y a des gens qui cherchent et qui ne trouvent pas sur Digital Wellnia, il ne faut pas hésiter à contacter l'Infopôle, hello@infopole.be, et on se fera un plaisir de réorienter les gens. Mettez deux bouts ensemble. Voilà, et aussi éventuellement, on l'a pas abordé ici, de donner quelques conseils aussi. Il existe quelques aides en Wallonie pour se mettre à l'IA, bien qu'elles ne soient pas actives pour le moment, mais elles le seront, j'imagine, à la rentrée avec le nouveau gouvernement. Et donc, ça s'appelle un projet sans doute. Oui, c'est Start et Tremplin IA, comme je dis le nom, je ne rentre pas dans les détails, mais ça permet justement de passer à l'action tout doucement sur le sujet de l'IA. Voilà, passer à l'action, c'est une belle conclusion, passer à l'action, parce que si vous ne vous intéressez pas à l'IA s'intéresse déjà à vous. C'est pas mal ça. Non ? Oui, tout à fait. Et ça ne sort pas de l'IA. La création intellectuelle, elle existera toujours. Merci Diederik, merci Jean-Philippe d'avoir été avec nous ce midi. Merci aussi de nous suivre. Rendez-vous pour la saison prochaine, puisqu'on va prendre quelques jours de vacances, quelques semaines de vacances. Profitez-en, je vous disais tout à l'heure, peut-être pour essayer, si vous n'avez jamais fait l'IA, et vous amuser un petit peu avec l'un des nombreux outils qui ont été évoqués ici. Très belle fin de journée sur Bokeh Media.